bonsoir, bienvenue aux 20h sur Reflet d'Afrique Télévision. Les titres qui seront développés dans quelques minutes. Les acteurs de la filière cimenterie se sont réunis jeudi et vendredi dernier pour une séance de travail dans la capitale économique Douala. Au cours de cette réunion, présidée par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dondo Doké, en présence du président de la Chambre du commerce, de nombreuses résolutions ont été prises pour améliorer ce secteur. En prélude aux prochaines élections régionales prévues le 6 décembre 2020, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, parti au pouvoir, a lancé hier dimanche 22 novembre 2020 des campagnes électorales dans la région du Nord-Ouest à Bamenda. 5 ans de suspension. La décision est tombée. Ahmad, le président sortant de la Confédération africaine de football, a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante de la FIFA. Voilà pour les titres qui seront développés dans quelques minutes. Bonsoir une fois de plus et bienvenue aux 20h. La décision de boycotter toutes les sessions dans les tribunaux sur le territoire national camerounais intervient après une session extraordinaire du Conseil de l'ordre des avocats convoquée par le président par intérim Atangana Bikouna Claire ainsi que par certains membres de l'exécutif et le président de l'Assemblée générale du barreau le 13 novembre 2020. Les résolutions adoptées par l'équipe stipulent la suspension des honneurs judiciaires de l'ancien président Tchakounté Partichal qui devait se tenir à la Cour d'appel de Douala et à la Cour suprême de Yaoundé. Grève et suspension de la comparution des avocats en matière pénale dans tous les tribunaux du territoire national camerounais ainsi que dans tous les tribunaux traitant des litiges électoraux, y compris le Conseil constitutionnel. Je vous propose à présent d'écouter cet extrait du bâtonnier Atangana Bikouna Claire au micro de Reflet d'Afrique Télévision. Dans les procédures qui sont déjà lancées contre eux, le Conseil de l'ordre, je le rappelle, nous l'avons dit dans le communiqué qui est sorti du dernier Conseil, se réunira le 1er décembre 2020 pour examiner toutes ces questions et en particulier cet abcès de fixation qui semble se former sur la question des rapports entre avocats et magistrats. Nous sommes en responsabilité concentrés sur l'organisation des obsèques de notre bâtonnier, Tchakounté Partichal pour ne pas le nommer, qui par son sacrifice a contribué à donner à notre barreau ses lettres de noblesse. C'est pour cela que je demande à mes confrères de rester focus sur ce que nous avons à faire, c'est-à-dire lui rendre l'hommage qu'il convient et d'éviter la tentation qui peut être devant eux de vouloir poser des actes, quels qu'ils soient, pour prétendre répondre, parce que la loi du talion n'en est pas une. Nous sommes des personnes responsables et nous pensons que la justice fera son œuvre, que ce soit pour nos confrères qui sont en détention, dont le dossier reflète un certain nombre d'éléments qui concernent aussi les magistrats. Mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Lorsque sera venu le moment du procès, nous développerons en ce lieu approprié les questions qui doivent être débattues. Mais il s'agit de ne pas se retrouver soumis à un arbitraire ou à un corporatisme que l'on semble reprocher aux avocats, mais qui pourrait, donc la tentation semble poindre du côté de la magistrature. Pour que nos concitoyens continuent à bénéficier de ce à quoi nous nous sommes engagés dans notre serment, c'est-à-dire assister, Les acteurs de la filière cimenterie se sont réunis jeudi et vendredi dernier pour une séance de travail dans la capitale économique Douala. Au cours de cette réunion, présidée par le ministre des Mines et de l'Industrie technologique,
Gabriel Dodo Doké, en présence du président de la Chambre du commerce, de nombreuses résolutions ont été prises pour améliorer ce secteur. Thierry Niopé pour plus de détails. L'importance de cette filière dans le développement du Cameroun n'est plus à démontrer. Selon les chiffres actuellement disponibles au Cameroun, les producteurs de ciment ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé à 191,9 milliards de francs CFA au cours de l'année 2018. Au Cameroun, 4 entreprises se font concurrence sur le marché local. Entre autres, Dangote Cement Cameroun, la filiale locale du groupe nigérien éponyme, mène le peloton avec un chiffre d'affaires de 86,4 milliards de francs CFA en 2018 pour des ventes ayant cumulé officiellement à 1,2 million de tonnes, comme ce fut le cas au cours de l'année 2017. Simancam, filière locale de la Fage Holcim, numéro 2 du marché, qui s'est vu chipper le leadership en 2017, s'en tire avec un chiffre d'affaires de 70,7 milliards de francs CFA en 2018, selon des sources internes à l'administration fiscale camerounaise. C'est donc pour faire l'état des lieux de cette filière que le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique a tenu une séance de travail les 19 et 20 novembre 2020 avec les acteurs concernés dans la capitale économique du Cameroun. C'était en présence du président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. Le ciment est central et principal pour construire les villes, pour construire les routes, pour construire les bâtiments. Il est donc important que le gouvernement de la République porte une attention soutenue aux questions qui tournent autour du développement de cette filière, et c'est ce qui a constitué l'ordre du jour des concertations que nous avons eues. Pour atteindre l'objectif escompté par le gouvernement camerounais, beaucoup reste à faire et les opérateurs de la filière en ont conscience. La question des petits est à l'ordre du jour, mais on y travaille parce qu'on a besoin d'utiliser beaucoup plus de matériaux locaux. Et c'est un sujet avec lequel on a discuté aujourd'hui beaucoup, l'ouverture de nouvelles mines, de nouvelles carrières, etc., pour essayer de trouver des nouvelles solutions pour proposer des ciments locaux moins chers. Mais aujourd'hui, soyons très clairs, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile. Mais les solutions existent et on y travaille. Et donc la profession cimentière, on essaie de créer une association qui va promouvoir très clairement des solutions locales qui vont permettre des ciments pour tous. Et ça aussi. Reste plus qu'à espérer que cette rencontre tienne la promesse des fleurs. En prélude aux prochaines élections régionales prévues le 6 décembre 2020, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, en abrégé RDPC, parti au pouvoir, a lancé hier dimanche 22 novembre 2020 des campagnes électorales dans la région du nord-ouest à Bamenda. L'ancien Premier ministre Yon Philemon a salué le statut spécial conféré aux régions anglophones du Cameroun en crise. Il a décrit le lancement de cette campagne électorale dans le nord-ouest comme un gâteau de la décentralisation. Avec plus de 1050 conseillers sur 1088, le RDPC s'est joint à d'autres acteurs politiques sur le territoire national camerounais pour lancer des campagnes en vue des élections régionales du 6 décembre 2020. Suite à l'explosion d'une bombe artisanale le 18 novembre dernier à Douala 4e qui a fait 2 blessés graves, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, a rendu public un communiqué dans lequel il interdit le port de sacs à dos dans les bars, les restaurants et les supermarchés de sa zone de commandement dans le but d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Lilian Foguen, reportage. La sécurité est une affaire d'organisation et non de moyens. Le gouverneur de la région du littoral l'a bien compris. C'est pourquoi, après l'explosion d'une bombe artisanale le 18 novembre au niveau du carrefour des rails, au lieu dit entrée Bonandalais dans le 4e arrondissement de la ville de Douala, il a rendu public le 20 novembre dernier, soit 2 jours plus tard, un communiqué radio-presse dans lequel il porte à la connaissance des populations de son ressort de commandement que le port de sac à dos est strictement interdit dans les bars, les restaurants et les supermarchés. Une mesure qui vise à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les lieux de forte concentration humaine. Par ailleurs, le gouverneur a invité les populations à la plus grande vigilance et a signalé auprès des autorités administratives et des forces de maintien de l'ordre la présence de tout paquet suspect ou abandonné. Une sortie du gouverneur que l'on pourrait questionner à plus d'un titre.
Compte tenu de la mentalité des Camerounais, est-ce que les usagers ou les responsables des 10 endroits susmentionnés respectent cette mesure du gouverneur? Qu'adviendrait-il de ceux qui ne s'y conformeront pas? Pour accompagner cet interdit du gouverneur de la région du littoral, il faut une réforme sécuritaire afin qu'elle soit efficace. En plus de cette mesure qui interdit le port des sacs à dos dans les bars, restaurants et supermarchés dans la ville de Douala, les services de gendarmerie, en collaboration avec les services de police, devraient se focaliser sur le renseignement, car celui-ci a une date de préemption de 48 heures. Les usagers, quant à eux, sont appelés à plus de civisme et de maturité. Il faut souligner que cette mesure a déjà été prise par le gouverneur du centre, Nasseri Paul Biya, le 3 novembre dernier, suite aux bombes à répétition qui explosaient dans les débits de boissons de la ville de Yaoundé. Les gouverneurs qui avaient reçu du ministre de l'administration territoriale des instructions formelles en cette fin d'année ne devraient pas se limiter à ces interdits de sacs à dos dans les lieux publics, mais devraient également autoriser les fouilles de sacs à dos à l'entrée des villes, mais aussi les fouilles des sacs afin de les disposer dans les casiers adéquats avant l'entrée dans ces lieux publics. Le 20 novembre dernier s'est célébrée la 31e édition de la Journée mondiale des droits de l'enfant. En cette journée du 20 novembre se célèbre l'adoption par l'Assemblée des Nations Unies, la Déclaration des droits de l'enfant en 1959 et la Convention relative aux droits de l'enfant en 1989. Au cours de cette journée, il a été question de rappeler que les enfants ont des droits et qu'il est du devoir de tous de les respecter et de veiller à leur application. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 70% des migrants interrogés à leur arrivée en Europe signalent qu'ils ont été victimes de la traite ou d'autres pratiques d'exploitation au cours de leur parcours migratoire. Et au Cameroun, près de 3000 citoyens en provenance de la Libye affirment qu'ils ont été retenus en esclavage. La présence de plusieurs Camerounais en situation de détresse dans ce pays et sur la route de la Méditerranée atteste de l'ampleur d'un phénomène de migration. C'est donc face à ces problèmes que l'ONG Solutions aux migrants clandestins, en abrégé SMIC, a organisé les 19 et 20 novembre dernier un forum culturel sur la migration en vue d'une campagne nationale de sensibilisation sur les dangers de la migration irrégulière et les opportunités d'insertion socio-professionnelle au Cameroun. La campagne s'est adressée prioritairement aux potentiels migrants âgés de 15 à 40 ans et subsidiairement aux communautés auxquelles ils appartiennent. Élaborer un plan d'action territorial pour la réponse à la situation de la crise dans le bassin du lac Tchad a été au centre d'un atelier de réflexion organisé par le Programme des Nations Unies pour le développement, en abrégé PNUD, et la région de l'extrême nord. Les exécutifs communaux, les sectoriels, les organismes partenaires au développement présents à cet atelier ont élaboré des stratégies d'action collective pour la résilience des populations victimes des exactions dans le bassin du dit lac. Amadou Kaou et Fabien Payanfo pour plus de détails. Depuis 2013, la région de l'extrême nord est en proie à plusieurs crises humanitaires, au rang desquelles l'extrémisme violent de la secte terroriste Boko Haram dans le bassin du lac Tchad. En réponse à cet état des lieux, le Programme des Nations Unies pour le développement et la région mobilise les stratégies pour une réaction collective. La rencontre d'aujourd'hui est une rencontre plus qu'importante, parce qu'elle rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones affectées par le phénomène Boko Haram. Au cours de cet atelier de consolidation du plan d'action territorial de mise en œuvre des stratégies pour la stabilisation du bassin du lac Tchad, les participants qui se recrutent parmi les collectivités territoriales décentralisées, les sectoriels et les organismes actifs dans la région ont été édifiés sur l'impératif d'une résilience collective pour une stabilisation concrète sur le théâtre des opérations. L'objectif, en fait, c'est d'avoir un plan qui peut bénéficier de ce qu'on appelle l'appropriation locale, mais aussi nationale. Un plan à travers lequel nous tous nous pourrons nous reconnaître, un plan à travers lequel nous pourrons ajouter quelque chose dans le changement en termes de vie des populations qui sont affectées par ce phénomène.
En commission, les groupes de travail ont planché sur le redressement économique, l'assistance humanitaire, l'éducation, les violences basées sur le genre, l'emploi et la formation professionnelle. Ceci pour l'atteinte des objectifs visés par la CBLT. Restons toujours dans le septentrion pour parler des inondations. Ces dernières semaines, dans la ville de Kousséri, la digue du quartier Madana a cédé progressivement. Plus de 1000 personnes sont sinistrées car les eaux du fleuve Logon ont débordé dû aux récentes pluies et on décompte à cet effet des dégâts matériels importants. Plus de 150 habitations ont été détruites et près de 400 ménages sont affectés. Selon les anciens de cette ville, c'est la troisième fois que ce phénomène se produit, le premier ayant eu lieu en 1988 et le deuxième en 2012. Vivement que les autorités camerounaises trouvent une solution définitive à ce problème. Au Burkina Faso, après être passé aux urnes dimanche dernier lors d'un double scrutin présidentiel et législatif, les citoyens burkinabés espèrent à travers leur choix à un changement à la tête du pays. Et au Brésil, de violentes manifestations ont eu lieu contre le géant français de l'économie Carrefour. Des agents de sécurité d'un de ces magasins ont battu à mort un homme noir devant les caméras. Le round-up de cette actualité avec Thierry Blanchard-Sop. Les citoyens du Burkina Faso ont été appelés hier dimanche aux urnes à l'occasion du double scrutin présidentiel et législatif. Le président sortant, Rorma Christian Kabori, qui tente de briguer un second mandat, est challengé par une dizaine de candidats issus de l'opposition. Le contexte de la tenue de ces élections est particulier du fait de la menace djihadiste croissante qui pèse sur le pays. Face à cette situation, un important dispositif de sécurité a permis d'obtenir un déroulement paisible des élections et la sécurité des électeurs burkinabés. La grande majorité des 6,5 millions de votants espèrent que ce sera le point de départ d'un renouveau pour un pays qui a beaucoup souffert ces dernières années. En Amérique du Sud, le Brésil a été secoué par une vague d'indignation le week-end dernier suite au décès d'un homme noir jeudi soir, battu par des agents de sécurité blancs du magasin Carrefour à Porto Alegre au sud du pays. Cela a poussé des manifestants réunis à Sao Paulo à lancer des pierres contre la façade vitrée d'un des magasins du groupe. Ils ont également envahi l'établissement, détruisant ou incendiant des marchandises, des vitrines et d'autres installations. Selon les médias locaux, la police a dispersé une manifestation à Porto Alegre avec des grenades lacrymogènes et assourdissantes. La filiale brésilienne du groupe Carrefour a cependant regretté la mort brutale de cet homme et a promis justice. 5 ans de suspension pour Ahmad Ahmad, le président sortant de la Confédération africaine de football, a été condamné à l'interdiction d'exercer toute activité relative au football pour 5 ans par la Chambre de jugement de la Commission d'éthique indépendante de la FIFA. Il est notamment accusé de détournement de fonds. Thierry Niopé pour plus de détails. La décision est tombée comme un couperet sur la forme d'un communiqué publié sur le site de la Fédération internationale de football association, la FIFA. Placé en garde à vue pour des soupçons de corruption, le malgache Ahmad Ahmad, président sortant de la Confédération africaine de football et vice-président de la FIFA, est suspendu pour une période de 5 ans de toute activité liée au football professionnel. Et le coupe également d'une amende de 185 000 €, soit près de 122 millions de francs CFA pour détournement de fonds. La chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante a jugé Ahmad Ahmad coupable d'avoir enfreint les articles 15, devoir de loyauté 20, acceptation et distribution des cadeaux ou autres avantages et 25, abus de pouvoir de l'édition 2020 du Code d'éthique de la FIFA ainsi que l'article 28, détournement de fonds de son édition 2018, détaille la FIFA. L'enquête sur le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 a porté sur des diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses acquaintances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités, précise le communiqué de la Chambre de jugement de la commission d'éthique qui affirme avoir établi qu'Ahmad Ahmad avait manqué à son devoir de loyauté, accompagné des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF.
Élu président de la CAF en 2017, Ahmad était candidat à un second mandat à la tête du football africain. Face à lui, 4 candidats s'étaient jusqu'à présent déclarés. L'Ivoirien Jacques Anouma, le Sud-Africain Patrice Motsope, le Mauritanien Ahmad Yaya et le Sénégalais Augustin Senghor. Cette mise en touche d'Ahmad laisse une chance certaine à ces candidatures qui devraient être validées le 12 janvier 2021. Pour l'heure, le Congolais Constant Omari, qui assure l'intérim à la tête de l'exécutif de la CAF depuis le 10 novembre dernier, un intérim qui courait d'ailleurs jusqu'au 30 novembre prochain à la suite de l'absence de Ahmad pour des raisons de santé, devra voir son intérim se prolonger jusqu'à la date des prochaines élections. C'était le 20h du 23 novembre 2020 sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 20h. Bonsoir à tous.